Donc, comme je l'ai dit, la session d'aujourd'hui est sur le processus de qualité et comment assurer la qualité des données et des analyses. D'abord, on va voir les objectifs un peu plus en détail. Puis, on va écouter une présentation de la Côte d'Ivoire et l'expérience de la Côte d'Ivoire, suivie par l'expérience de l'équipe du Burkina Faso pendant 15 minutes. Et comme c'est de coutume maintenant dans ces webinaires, l'idée est vraiment d'échanger à partir de vos expériences pratiques et d'apprendre les uns les autres et de pouvoir vous mettre en contact aussi si vous souhaitez continuer à échanger par la suite. On espère avoir une petite 40 minutes, demi-heure de discussion suivant les présentations et aussi vous faire un retour sur les discussions qui ont eu lieu ce matin dans le cadre du webinaire anglophone. Et on prendra après une petite dizaine de minutes pour conclure le webinaire. Donc, comme ça a été mentionné, l'objectif est un partage d'expérience sur le travail effectué jusqu'alors par les plateformes pour s'assurer à la fois de la qualité adéquate des données qu'on utilise, puisque la plateforme utilise des données secondaires, c'est un des principes de l'approche des plateformes, mais aussi s'assurer de la qualité de l'analyse et de la qualité de l'interprétation. Next. Donc, j'ai mentionné la présence des collègues des plateformes du Burkina, Côte d'Ivoire, Guatemala. On espère le Niger va se joindre. Du côté C4N Nippon, donc du côté de l'appui global, Julien et moi-même et Florence. Et on a la chance d'avoir en plus aujourd'hui la participation d'une experte de l'OMS qui s'appelle Elisa Dominguez. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent déjà. C'est la première fois qu'elle se joint à nous. Donc, on la remercie pour sa disponibilité et sa contribution au pied levé. Et comme vous savez, l'OMS est membre de l'Expert Advisory Group, du groupe conseil qui conseille l'initiative. Et Elisa a eu la gentillesse en fait de remplacer Mercedes que vous connaissez et qui était avec nous l'an dernier au Global Gathering. Voilà. Et on espère, Elisa travaille aussi sur un projet qui s'appelle NIS, National Information Strengthening, donc renforcement de système d'information de nutrition, aussi financé par l'Union européenne et qui a lieu dans 5 pays, mais je pense aucun des pays nippon francophones. Ah si, la Côte d'Ivoire, voilà. Donc après cette petite introduction, je vais laisser la parole à la Côte d'Ivoire pour leur présentation et partage d'expérience pour une quinzaine de minutes. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi mon nom c'est Boazo Tato. Ouma, je suis informaticien au niveau de la plateforme en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, on a commencé à mettre en place des outils pour pouvoir centraliser les données en utilisant des outils informatiques. Et précisément, une application que nous avons développée. Cette application-là que je vais vous présenter et puis aussi vous dire comment est-ce qu'au niveau de cette application, nous essayons de nous assurer de la qualité des données. Et tout ce processus-là entre dans le cadre du travail de la PNMIN. Ça veut dire quoi? Tous les organes de la PNMIN fonctionnent en utilisant cet outil-là pour pouvoir facilement transmettre les données et assurer la qualité de ces données-là. Et je suis maintenant sur la page 2. Et pour la présentation, il faut dire que en ce mois de juillet, là, en début du mois de juillet, nous avons finalisé cette application de centralisation des données de la PNMIN. C'est-à-dire qu'on a une forme retirée et une équipe à travailler pour développer cette application-là. Le module de collecte comporte 3 niveaux d'accès. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est celui qui permet de pouvoir définir tous les objets, tout ce qui est dans la base, qui est dédié à l'administrateur. Et le second niveau, c'est le niveau du producteur. Comme j'ai dit, le producteur ici, c'est un utilisateur qui se trouve qui est le point focal. C'est le point focal au niveau sectoriel qui est chargé de pouvoir transmettre les données à l'unité.
et il peut se connecter aussi à ce module-là. Puis le troisième niveau d'accès, c'est au niveau évaluateur. Enfin, c'est le nom que nous lui avons donné sur la plateforme, mais c'est une entité qui est chargée de s'assurer que la donnée qui a été envoyée par le producteur est une donnée de qualité. Voilà, de s'assurer que la donnée là peut être rendue visible à tout le monde. Ok, on peut passer à la slide suivante. Ok. Donc, de façon schématique, voilà un peu comment ça va se présenter. Le producteur va nécessairement transmettre une donnée. Enfin, une donnée ou plusieurs données, il va transmettre ces données. Et au niveau du module de collecte, la donnée peut être validée ou purement et simplement rejetée. Mais pourquoi elle va être validée, pourquoi elle va être rejetée, c'est l'évaluateur qui va alors s'assurer à ce niveau-là que toutes les données qui ont été transmises ne comportent pas de biais, ne comportent pas d'erreurs. Et puis, à ce moment-là, la donnée est validée. Si elle est validée, elle est bonne, elle sera alors publiée. Voilà, elle sera publiée et ça va se faire au niveau du module module visiteur. Ok, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le processus de collecte, il y a d'abord la vérification de la complétude et de l'exhaustivité des données. C'est-à-dire que le producteur vous envoie une donnée et à ce niveau-là, c'est notre évaluateur qui va s'assurer de ces éléments-là. Et vérifier aussi que les données sont fiables. Voilà. Et s'assurer de l'intégrité des données. Il faut noter que les données qui seront retenues, ce sont les données qui sont déjà validées au niveau de chaque secteur. Donc ce sont des données qui sont vérifiables au niveau des différents secteurs. Et ça, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'application, il y a l'évaluateur qui a ce titre-là de pouvoir s'assurer de cela. Et puis il faut noter que dans le processus même de fonctionnement de la plateforme en Côte d'Ivoire, nous avons des activités de contrôle des données. Et puis nous avons aussi des réunions d'harmonisation des données. À un moment donné, on fait un break. Les données que nous avons reçues, on se retrouve avec tous les acteurs pour pouvoir s'assurer de cela. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Les difficultés que nous avons au niveau du contrôle des données, et très souvent, avant que la donnée n'arrive au niveau central, quand je dis le niveau central, c'est au niveau de nos points focaux qui sont ici au niveau central de l'administration. Tout ce qui se passe avant que la donnée ne soit à ce niveau-là n'est pas maîtrisé, la PNMIN n'a pas d'information. Donc le contrôle de la qualité ne peut pas se faire à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? L'information peut nous parvenir, mais si l'information au niveau interne du ministère, l'information est validée, mais tout le process, tout le procédé qui a permis d'entraîner ça, nous ne pouvons pas certifier de la qualité à ce niveau-là. Voilà. Et puis le deuxième élément, c'est certainement un facteur important. Au niveau de la validation des données, lorsque les sectoriels ont les données, puisque la plateforme va utiliser, n'est-ce pas, des données secondaires, il faut alors que la donnée soit validée dans le secteur. Et ça, souvent, c'est une procédure administrative qui prend beaucoup de temps ou bien qui n'est pas forcément fixée dans le temps. On ne peut pas vous dire, pour cette donnée-là, qui doit être produite annuellement, elle sera validée avant le premier trimestre ou avant le deuxième trimestre. Ça veut dire quoi? Une donnée de 2018 peut être accessible, peut être disponible en 2020. Pourtant, en 2018, la donnée est déjà disponible dans le ministère. Mais pour qu'elle soit une donnée utilisable, quand je dis utilisable, ça veut dire qui est validée par le secteur et qui peut être disséminée ou bien diffusée partout, il faut attendre peut-être 1 an ou 2 ans après. Ça aussi, c'est l'une des difficultés. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et pour pouvoir, à notre niveau, au niveau de la PNMIN, pallier ou bien soutenir les secteurs, il faut dire qu'on a déjà eu à faire des formations en partenariat avec l'Institut national ici de statistiques. Voilà, l'école nationale des statistiques, on a eu à faire des formations au niveau des différents acteurs sectoriels
sur la collecte et puis comment pouvoir traiter les données pour s'assurer de la qualité déjà des données là, au niveau des ministères. Aussi, je pense que ça, le deuxième point, c'est certainement des formations qui étaient prévues, mais je pense que la Covid a dû peut-être nous jouer un tour à ce niveau-là, mais pour même initier des formations de contrôle de la qualité des données qui vont permettre aux différents secteurs d'avoir déjà à la base, maîtriser la qualité des données pour que ce soit plus facile à notre niveau. Voilà, si on va à la slide suivante, je pense que c'est le mot de remerciement. Hein. Voilà, merci beaucoup et puis nous sommes disponibles pour tous les échanges. Merci encore. Merci beaucoup Tato pour cette présentation très claire. On passe tout de suite à l'autre présentation et puis comme ça on aura une session de questions, discussions. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans la text box et puis sinon on aura un espace de discussion par la suite. Je te laisse la parole à Bazongo. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends parfaitement. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une expérience du Burkina Faso en matière d'évaluation de la qualité des données nutritionnelles. Mon nom c'est Badjinebie Bazongo, je suis le statisticien principal dans le cadre de la péninsule Burkina Faso. Alors, rapidement, la présentation va porter sur 4 points. Donc, on va présenter un peu le contexte général. Ensuite, le processus de vérification de la qualité des données que nous avons adopté, les défis que nous avons, en tout cas, auxquels nous avons fait face et les leçons apprises, et enfin des recommandations à l'attention des producteurs de données. Diapo. OK. Alors, il faut dire que, en rappel, le Burkina Faso est pays membre de l'initiative PENIN pour valoriser les données. Alors, et à notre niveau, nous avons d'abord fait une cartographie des sources de données existantes et des indicateurs. Donc, nous avons identifié plusieurs sources et il y a des sources qui proviennent des enquêtes et d'autres sources administratives. Et sur la base de ces données existantes et au regard des politiques sectorielles, nous avons en tout cas formulé 7 questions de recherche qui sont pertinentes pour le Burkina Faso. Et il faut dire que ces questions ont été formulées à travers un processus participatif, donc regroupant les acteurs des différents secteurs impliqués dans la mise en œuvre de la péninsule. Diapo. OK, donc voilà brièvement cette question de recherche. Donc les 2 premières questions portent sur la situation nutritionnelle et son évolution dans le temps et dans l'espace. Et la question 3, c'est les déterminants de la malnutrition chronique des enfants. Les questions 4, 5 et 6 apportent sur ce qu'on appelle les schémas d'impact sectoriels. Et la question 7, c'est une question prédictive qui porte sur des simulations pour évaluer un peu l'impact potentiel des plans d'action nationaux. Alors, donc, pour les 7 questions de recherche, nous avons élaboré en tout cas ce qu'on appelle les plans cadres d'analyse. Et nous avons élaboré des plans d'analyse pour les 3 premières questions de recherche. Bien entendu que pour la première question de recherche, nous avons analysé et nous avons produit en tout cas un rapport provisoire. Diapo. OK. Donc, il faut dire que le Burkina Faso a bénéficié en tout cas d'une formation, en fait, sur la qualité des données anthropométriques. En fait, cette formation, c'est une réplication parce que c'est une formation qui a été conçue par l'équipe PENIN. Donc, nous avons répliqué ça au profit des acteurs impliqués dans la PENIN en utilisant des données nutritionnelles du Burkina Faso. Alors, dans le cadre d'analyse des données de la première question de recherche, nous avons en tout cas organisé plusieurs ateliers qui regroupent bien entendu l'INSD, l'équipe PENIN et les sectoriels avec les acteurs de la recherche. Donc, ça a été fait en tout cas dans le cadre de plusieurs ateliers, en plusieurs étapes. Donc, en commençant par la formulation des questions de recherche, l'analyse des données, l'interprétation et la validation du rapport. Diapo. OK. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons appliqué en même temps
nous avons en tout cas souhaité appliquer ce que nous avons appris pendant la formation à l'analyse de notre première question de recherche. Alors, le problème, c'est que les données que nous avons utilisées pour la première question de recherche sont des données macro, des données agrégées. Alors que la formation sur la qualité des données, elle était basée essentiellement sur des données micro. Donc, ça fait qu'on ne pouvait pas appliquer exactement les techniques que nous avons en tout cas présentées lors de cette formation. Donc, c'était une question problématique à savoir évaluer la qualité des données macro. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ce sont des données qui ont été publiées. Donc, ce sont des données officielles qui ont été déjà publiées par les producteurs. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une revue des documents ayant permis de produire ces données. Donc, autrement, nous avons analysé, en tout cas, les questionnaires qui ont permis de collecter les données. Il y a également les plans d'échantillonnage pour apprécier les erreurs d'échantillonnage, les biais de sélection. Et nous avons aussi regardé les métadonnées des enquêtes pour voir éventuellement, comme par exemple la distribution des digits et les intervalles de confiance. Il y a aussi, nous avons fait appel au rapport de contrôle de supervision pendant la phase de collecte des données. Diapo. Alors, l'élément sur lequel nous sommes concentrés, comme c'est des données secondaires, c'est beaucoup plus la comparabilité des données. Alors, et nous avons, puisque nous avons utilisé essentiellement les données de 3 enquêtes. Donc, l'enquête nutritionnelle nationale qui s'est déroulée chaque année au Burkina Faso et qui a apporté sur la période 2009-2019. Nous avons aussi les données de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010 et enfin l'enquête nationale d'iode et d'anémie au Burkina Faso réalisée en 2014. Donc, comme ces 3 sources différentes, la première des choses à faire pour nous, c'était de faire un tableau récapitulatif pour chaque enquête, pour chaque édition, dans quelle période les données étaient collectées. Alors, vous savez bien que moi que l'état nutritionnel est un phénomène saisonnier. Il était important qu'on puisse s'assurer que ces enquêtes se sont déroulées dans la même période. OK, maintenant pour ce qui concerne l'anémie, par exemple, qui a été mesurée dans le cadre de l'enquête EDS et de l'enquête SILIOD, on avait 2 sources différentes. Donc, il fallait qu'on compare ces 2 enquêtes et effectivement, on s'est assuré que ça a été réalisé dans la même période. Diapo. Donc, après la comparabilité, ça c'était facile à faire pour nous puisqu'il suffisait de comparer non seulement les questions telles qu'elles ont été formulées pour mesurer les indicateurs et aussi la période. Mais la deuxième chose sur laquelle nous sommes appuyés, c'est la fiabilité des données. Donc la fiabilité, là je peux dire que nous n'avons pas suffisamment d'instruments pour mesurer ça parce que nous n'avons que les indicateurs, nous n'avons pas les microdonnées. Mais ce que nous avons fait, nous avons examiné en tout cas l'ensemble des questionnaires qui ont permis en tout cas de mesurer, de calculer ces indicateurs pour voir est-ce qu'il y a éventuellement des risques d'erreur. Évidemment, nous avons aussi lu ces rapports pour voir quel a été le profil des enquêteurs et quels ont été les instruments de mesure qui ont été utilisés. Et aussi, par exemple, la formation a duré combien de temps. Nous avons en tout cas lu l'ensemble de ces informations pour pouvoir apprécier ça. Pour ce qui concerne, par exemple, la tendance, comme c'est parfois des sources différentes, nous avons calculé un taux de variation d'une année à l'autre pour voir est-ce qu'il y a un changement brusque dans la tendance de l'indicateur. Et il faut dire aussi que nous avons mis à profit dans le processus d'analyse des données, nous avons associé ceux qui ont participé à la collecte des données, donc les producteurs de données, et avec qui nous échangeons progressivement lorsque nous avons des questions, en tout cas, qui portaient sur la qualité des données. Diapo. Alors, il faut dire que en termes d'atouts que nous avons notés ici, c'est que la plupart des données proviennent de la même enquête. Donc, l'enquête nutritionnelle nationale qui utilise la méthodologie SMART. Donc, c'est une méthodologie harmonisée. Et l'enquête se déroule chaque année pratiquement dans la même période. Ce qui fait que nous n'avons pas, ces données, en tout cas, étaient facilement comparables. Sauf que pour les 2 enquêtes, l'enquête EDS et puis l'enquête SILIOD, où on avait besoin
de comparer les méthodologies, de comparer les questionnaires, de comparer la période de collecte. Donc ça, c'était un atout majeur parce que la plupart, en tout cas des données, provenaient de la même enquête. Le défi majeur que nous avons rencontré, c'est la réticence des producteurs de données à nous fournir les données. Parce que lorsque le mot qualité de données apparaissait dans la requête, les gens se demandaient est-ce que c'est pas pour remettre en cause notre enquête. Et donc, on a mis du temps pour pouvoir avoir les données. Et après échange en interne, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un déficit de communication parce que les gens avaient peur en tout cas, de nous transférer les données. Et l'autre défi aussi, c'est que c'était l'impossibilité d'appliquer certaines méthodes statistiques. Puisque ce sont des données agrégées, donc on ne pouvait pas appliquer les tests statistiques appropriés pour conclure une significativité ou pas. Donc ça, c'était un défi, en tout cas, que nous avons rencontré également. Diapo. Alors, donc à la suite du processus d'analyse de la première question, en tout cas, nous avons appris beaucoup de leçons que, bon, nous essayons de partager avec les autres acteurs. Donc, et on s'est rendu compte que les enquêtes n'étaient pas suffisamment documentées. Et on s'est rendu compte également que c'est la documentation qui nous a permis d'apprécier, d'évaluer la qualité des données. Donc, une des, en tout cas, des leçons que nous avons apprises, c'est de documenter davantage les enquêtes, parce que une enquête des données sans documentation, elle ne sert pas à grande chose. L'autre aspect aussi, l'autre leçon aussi, c'est que l'implication des acteurs de production de données dans le processus d'analyse a permis en tout cas de comprendre mieux le contexte dans lequel ces données ont été produites et d'apprécier ainsi leur qualité. Donc, pour les données pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment de documentation, on a eu la chance que les acteurs qui ont produit ces données étaient présents. Donc, les échanges ont permis de comprendre davantage le contexte. Et aussi, la constitution d'une équipe pluridisciplinaire composée de statisticiens, de nutritionnistes et de chercheurs, en tout cas, est essentiel. En tout cas, ça a été essentiel pour valider les données issues de plusieurs sources. Non seulement, ça a permis de comprendre le contexte, de valider les données, mais le fait que nous soyons une équipe pluridisciplinaire, en tout cas, ça a permis d'avancer dans les travaux. Et la dernière leçon, c'est renforcer la communication avec les producteurs de données pour, en tout cas, leur faire comprendre que l'objectif n'est pas d'auditer les données, mais l'objectif, c'est de leur faire des recommandations pour améliorer les enquêtes futures. Alors, Diapo, en termes de recommandations, donc, bien entendu, c'est en tout cas documenter davantage le processus de production des données nutritionnelles là, et aussi prendre en compte d'autres indicateurs. Nous avons noté que, par exemple, l'anémie, qui est un indicateur très pertinent, n'est pas collecté de manière régulière. On a eu l'anémie pour 2010 et 2014. Donc, dans les prochaines enquêtes, en tout cas, on recommande qu'on prenne en compte ces indicateurs. Et assurer également la régularité de la production des données, parce qu'il y a des données, des indicateurs qui ne sont pas renseignés chaque année. Alors, je crois que nous sommes au terme de notre présentation. Je voudrais remercier M. Julien, en tout cas, qui a apporté des contributions sur notre rapport d'analyse, en tout cas, que je juge vraiment pertinent, que nous allons prendre en compte pour améliorer la qualité de ces données. Merci beaucoup. Je reste disponible, je suis avec mes collègues, on pourra répondre à d'éventuelles questions que vous aurez sur notre présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je relais un petit peu les premières questions qui sont sorties. Pour la Côte d'Ivoire, il y avait deux questions. Une première question de Elisa qui voulait savoir si la centralisation des données correspond à des données quantitatives ou est-ce qu'il y a aussi des données qualitatives. Et puis une deuxième question de Leslie de Catier pour savoir qui vérifie la qualité des données. Vous parlez du contrôle qualité, mais qui c'est qui concrètement fait ça? Comment vous faites ça? Est-ce que vous faites ça au niveau de la plateforme? Est-ce que vous faites ça avec les acteurs? Qui c'est qui concrètement vérifie tout ça?
Tato, est-ce que Oui, oui, d'accord, oui, j'ai bien noté les questions. Je pense qu'au niveau de la première question, au niveau de l'application, nous pouvons à la fois collecter les données qualitatives et les données quantitatives. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Ce sont des formulaires qu'on met à la disposition des points focaux pour pouvoir renseigner l'indicateur. Ce que je dois peut-être dire d'avance, c'est que au niveau du sous-comité, il y a tous les secteurs. Et avec les secteurs, les indicateurs qui doivent être collectés sont identifiés. Et donc, au niveau de l'application, tout ce qu'on fait, c'est de mettre à la disposition de chaque point focal les indicateurs que le secteur doit fournir. Et donc, si l'indicateur est collecté de façon quantitative, c'est ce qui sera fait. Donc, c'est les indicateurs de chaque secteur qui sont présentés au point focal du secteur pour pouvoir collecter l'information liée à ce secteur-là. Voilà. Et puis, concernant la seconde question, qui certifie, dans la présentation, on a évoqué deux aspects. L'aspect au niveau de l'application, c'est un membre de l'équipe qui est évaluateur, c'est-à-dire que les données arrivent au niveau de l'application et l'évaluateur là qui est un membre de l'UGP qui va s'assurer que les données là sont conformes et qui va s'assurer de la qualité de ces données là. Et aussi on a des ateliers d'harmonisation de données. À ces ateliers là, toutes les données que nous avons sont remises sur comme on peut dire, ça sont remises sur le tapis et discutées avec tous les secteurs. Voilà. Et à partir de là, les données sont validées et puis nous pouvons procéder à, comment je dirais ça, à la publication sur le volet visiteur de notre site. Voilà, comme je dis, nous sommes aussi nombreux ici, hein, donc s'il y a des ajouts, quelqu'un peut ajouter aussi autre chose. Il y a une question de suivi, si c'est possible, de Sandra, toujours pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été partiellement éclairci. En fait, dans la présentation, tu te réfères au mot évaluateur et donc le Guatemala voulait savoir si l'évaluateur c'était un fonctionnaire du secteur public ou quelqu'un de l'équipe NIPEN et est-ce que c'était une ou plusieurs personnes et l'intérêt de cette question c'était aussi d'évaluer un peu le coût du personnel spécialisé qui est nécessaire pour ce travail. Et juste une chose, quand vous répondez, faites attention aux acronymes parce que je pense que c'est difficile à traduire pour les collègues. D'accord. En fait, ce que je comprends bien, c'est Roland Madi. C'est Roland Madi, voilà, de l'IGP PENIM. Ouais. Et en fait, évaluateur ici, c'est pas dans le sens d'une personne extérieure à la plateforme qui vient faire une évaluation sur la qualité des données, mais c'est un peu dans ce que tu disais de faire attention au terme peut-être. Donc c'est quelqu'un même de l'UGP. Peut-être que c'est l'intitulé qu'il faut peut-être adapter. Voilà, pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais c'est une personne de l'UGP qui conduit cet exercice-là. Mais il ne le fait pas seul, il le fait en lien avec les sectoriels qui ont eu à transmettre les données. Voilà, donc avec chaque sectoriel, il y aura cet échange-là. UGP, c'est voilà. Voilà, UGP, c'est unité de gestion du projet. Voilà, donc cette personne-là va échanger directement avec le sectoriel qui a transmis les données pour déjà commencer l'exercice de validation de ces données-là, avant même qu'il y ait l'atelier même d'harmonisation de toutes ces données-là. C'est un peu la précision que je voulais apporter. Donc, il faut dire que ça n'ajoute pas de coût. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût additionnel. Voilà, ça rentre dans le cadre du travail de l'équipe. PNMIN Côte d'Ivoire. Si je peux clarifier aussi un certain point, c'est que du coup la plateforme en Côte d'Ivoire, donc elle est mise en œuvre par l'équipe dite de l'UGP, qui est une équipe qui est financée par le gouvernement ivoirien et qui est au sein au sein du gouvernement. Donc c'est pas une équipe qui est financée sur les fonds du projet, mais par le gouvernement. Et donc, il y a une personne donc qui s'assure un petit peu du contrôle qualité, mais en lien avec les secteurs. Donc, vous mâchez un petit peu le travail et après, vous validez ça avec chacun des secteurs. C'est bien ça? Oui, c'est ça.
Voilà. Je relais aussi un point justement qui fait un peu la transition avec ça, c'est que on a entendu le collègue du Burkina dire que il y avait certaines réticences au partage de données du fait que il y avait cette évaluation de la qualité des données. Vous aussi, vous êtes dans le même processus, mais vous n'avez pas mentionné cette réticence-là. Est-ce que vous avez senti cette réticence du fait que vous vérifiez la qualité? Est-ce que du coup, il y a des réticences à partager les données? Ou comment ça se passe? En fait, si vous regardez notre présentation l'avant-dernière slide, concernant le fait qu'il y a des processus de vérification, de validation au niveau des secteurs qui prenaient du temps, ça entraîne aussi ce même problème-là. Parce que la donnée peut être disponible dans le secteur et le point focal n'est pas habilité à donner la donnée puisque au niveau même de son secteur, il n'a pas le quitus, il n'a pas le OK. Donc voilà un peu, c'est quasiment le même problème. C'est lui. Et comment vous arrivez à essayer de quand même avoir les données ou de faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens? Non, ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'à ce niveau-là, la donnée qui n'est pas validée en interne n'est pas une donnée disponible. Et voilà. Et donc, ce qu'on fait, ce sont les rencontres d'harmonisation et de validation de données où les sectoriels sont là et puis ils donnent les données, mais les données validées au niveau de leur secteur. Parce que s'ils vous donnent une donnée qu'après, au niveau de son ministère, la donnée n'est pas encore validée, ils sont toujours réticents à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est surtout les données validées au niveau sectoriel qui sont prises, quoi. Donc c'est beaucoup de travail, de collaboration, de travail en atelier, et c'est au moment des ateliers que ça se fait plus facilement. Tout à fait, oui. Tout à fait. D'accord. Il y a une autre question pour de voir si c'est possible de partager le protocole, les guides ou les manuels de contrôle qualité que vous avez pu développer. Ok. Il y avait une autre question, c'est de voir avec quelle fréquence vous faites la validation des données. Bon, je pense qu'au niveau de la validation des données, tout est lié aussi à la fréquence de collecte. On a eu, nous c'était le Covid, on aurait eu certainement un autre atelier de validation des données. On aurait eu encore... Allô, Julien? Oui. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire qu'il y a plusieurs partenaires qui interviennent au niveau de la plateforme. Et tous les partenaires n'ont pas les mêmes fréquences de validation des données. Quand vous prenez par exemple le ministère de la Santé, il valide ces données tous les trimestres. Donc, quand les données sont validées au niveau régional trimestriellement, ils sont acheminés au niveau central le 20 du mois qui suit la fin du trimestre. Ouais, non? Donc, nous, on attend, c'est quand ces données arrivent au niveau central que nous prenons ces données-là, parce que même quand ça arrive au niveau central, il y a un autre niveau de validation au niveau des ministères. Donc, généralement, c'est autour de la fin du deuxième trimestre qu'on a ces données-là disponibles. Donc, nous, on se fixe des fréquences 2 fois dans l'année pour collecter ces données. C'est-à-dire que chaque semestre, on prend les données qui sont validées au niveau de chaque ministère. Donc, la fréquence, elle est de 2. D'accord. Je crois que c'est clair. Il y avait une autre question pour les collègues du Burkina. J'essaie de la retrouver. Pardon. Ça porte sur l'évaluation. Est-ce que l'évaluation porte sur les données anthropo ou... Exactement. Est-ce que l'analyse de la qualité des données se fait uniquement sur les données anthropométriques ou aussi sur d'autres indicateurs comme les indicateurs ANGE? Ok, merci. Je vais répondre, peut-être que les autres collègues peuvent intervenir. Sinon, pour notre première question de recherche, en fait, c'était des données essentiellement anthropométriques. Donc, les données d'ANGE, ça viendra dans
pour la deuxième question de recherche, je crois. Voilà la deuxième question de recherche. Et donc, nous avons même commencé à vérifier ces données, mais nous ne sommes pas encore à l'étape finale. Donc, pour répondre à cette question, je crois que c'est les données anthropométriques que nous avons en tout cas évaluées pendant le processus d'analyse de la première question de recherche. Daniel, je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose. Oui, alors oui. Bon, ajouter, c'est effectivement, c'est pour ce qui concerne la première question d'analyse que nous avons eu à répondre. C'est, je peux dire que ce sont 3 sources de données, les données de l'enquête SMART, bon, enquête nutritionnelle nationale, les données de l'ENIAB et de enquête démographique et de santé. Donc, mais pour ces 3 sources de données, donc nous avons eu à vérifier effectivement la qualité. Mais pour ce qui concerne les données de l'ANGE, l'ANGE, je pense que c'est une seule source de données, c'est l'enquête SMART. Donc ça aussi, avec les questions qui vont suivre là, donc nous allons vérifier la qualité des données. Mais d'ores et déjà, comme pour l'ANGE, c'est la même source de données que pour les données sur l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Donc a priori, je pense que bon, au niveau de du test de qualité, puisque les données de l'ANGE et de la situation nutritionnelle sont collectées en même temps, donc au Burkina Faso. Donc pour la vérification de la qualité, ça aussi, ça va se faire, mais il est fort probable qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, qu'il n'y ait pas de différence avec les résultats que nous avons eu à trouver pour la première question de recherche. Donc c'est ce que je pouvais ajouter, quoi. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ANGE pour la traduction? Ah oui, ANGE, c'est alimentation de nourrissons et de jeunes enfants. Voilà qu'on appelle ANGE. Voilà. Merci. Comme ça, ils peuvent traduire. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. On pourrait peut-être donner la parole aux collègues du Guatemala, s'ils veulent partager un petit peu leur expérience, comment ils font le contrôle qualité à leur niveau, et du coup si les sujets qu'on a discutés font sens ou leur ouais. Est-ce que quelqu'un du Guatemala veut bien prendre la parole? Tato, merci de couper ton micro. Buenos días. No tenemos una presentación no tenemos una presentación elaborada para ahora, pero sí queremos compartirles sobre lo que nosotros venimos trabajando con los datos. En el sitio piloto estamos utilizando información rutinaria o administrativa. La información la genera cada uno de los ministerios, se traslada a su sede central, posteriormente se revisa y se regresa nuevamente a nivel departamental. Esto sucede con los datos de control de monitoreo del crecimiento, de suplementación y de las actividades relacionadas con el acceso a la alimentación, que es del Ministerio de Agricultura. Tenemos una plataforma de información creada a nivel municipal en donde se pueden visualizar todos los datos. Estos datos son basados en la implementación de las intervenciones de cada uno de los ministerios. Recientemente estamos conversando con el Instituto Nacional de Estadística para realizar la certificación de la calidad de los datos. Para cada uno de estos datos vamos a necesitar demostrar los procedimientos utilizados para el análisis de la información que existe en la plataforma. Y tenemos esta plataforma y esperamos que con el Comité Asesor Multisectorial
con quienes tenemos una reunión en 2 días para poder presentar los resultados del análisis de la información con base al segundo ciclo de preguntas. Y yo dejaría tal vez la palabra a Sandra o Francisco para que me complementen con relación a los datos utilizados para el análisis de información. Gracias. Efectivamente, mi pregunta que realicé fue con relación al evaluador, porque nosotros en nuestro país también pues contamos dentro del proyecto con un colega, Francisco Quiroa, que es la persona que ha estado asistiendo en el caso del Ministerio de Salud a los colegas a nivel local o municipal y departamental para poder hacer el análisis de la información. Y efectivamente, pues, aunque es un miembro del equipo, pues, para el proyecto y para el país, pues, tiene un costo. Era por eso que hacía la pregunta, ¿verdad? Porque al terminar el proyecto tienen que quedar instaladas las capacidades para poder hacer ese análisis. Y en ese sentido, efectivamente, Francisco ha estado dando ese soporte al Ministerio de Salud, a las personas que manejan los datos, tanto a nivel de distrito, como a nivel municipal y como a nivel departamental. Es más o menos muy parecido a lo que nos compartía el colega de Costa de Marfil en relación a ese tema. Con relación a los otros sectores como MAGA, Ministerio de Desarrollo, en ese sentido ha venido apoyando nuestro colega Oscar Valenzuela, ¿verdad? Para realmente lograr ese análisis de la información, porque al igual que en los otros países, realmente cada uno de los sectores es muy, por decirlo así, como muy celoso de su información y cuesta mucho que la compartan. Entonces ha tenido que hacerse un lobby muy grande para que realmente tengan esa confianza de contar con esa asistencia técnica para poder desarrollar ese análisis de los datos, lo cual es sumamente importante. Obviamente también se hace a partir de la información con la que se cuenta a nivel de esos distritos, ¿verdad? Porque realmente la calidad de la data, como es recabada en el campo, ahí sí es muy difícil lograr esa calidad que todos desearíamos, ¿verdad? Pero sí a partir de que la data está entre los ministerios, pues entonces se hace más o menos el mismo proceso que está realizando Costa de Marfil. Solamente. Quizás una réaction, si je peux, Julien, pour la compréhension de l'équipe du Guatemala. Oui. Quizás una diferencia para que puedan entender también cómo adelantó, digamos, el equipo de Costa de Marfil. Es que el equipo de Costa de Marfil es situada dentro de el equivalente de la CESAN para ustedes. Entonces son parte del sistema y algunos de los puestos del proyecto, del personal del proyecto, de la famosa unidad de gestión o de manejo del proyecto de que hablaba el colega, algunos de esos puestos son directamente financiados por el gobierno. Y entonces los desafíos que usted tienen, digamos, ellos no lo tienen bueno, lo tienen, pero tienen la ventaja de estar como dentro del sistema y tener como el mandato o la legitimidad. Legitimidad. Sí, de trabajar directamente con los puntos focales de los sectores. Creo es la diferencia y explica que para ustedes, digamos, como equipo NIPEN, le pide más recursos y le pide de trabajar mucho más, digamos, en cuanto a la relación de confianza con los sectoriales, porque están un poco más considerados afuera del sistema que ellos. Muchas gracias, Karin. ¿O Oscar? ¿Sí?
une réaction du Guatemala? On continue? Ok, je pense qu'il y avait Oscar peut-être qui voulait réagir. Oscar, ¿quieres decir una palabra? Tienes 2 minutos si quieres. Si quieres, on passe pour le Guatemala parce qu'il y a trop d'écho. D'accord. Merci. Moi, ce que je voulais juste faire une ou deux remarques avec le webinaire qu'on a eu ce matin avec les collègues anglophones. Il y avait une remarque aussi sur le contrôle qualité, c'est-à-dire que l'équipe d'Éthiopie utilisait les microdonnées et refaisait les analyses afin de voir si ils obtenaient les mêmes résultats que ceux qui étaient que les résultats officiels. Et c'est pas tellement dans l'objectif de produire une autre donnée ou de dire que c'est pas bon, mais c'était dans l'objectif de bien s'assurer que la façon dont ils font l'analyse, la façon dont ils utilisent les données est correcte, et ça leur permet de valider un petit peu leur processus d'analyse et de bien comprendre comment sont structurées les données et de bien s'assurer de leur qualité d'analyse et de voir aussi s'il n'y a pas un bug quelque part. Il y avait un autre point où je pense on est tous dans ce côté de partage des données, mais aussi de réticence, parce que ça peut être une menace pour ceux qui produisent les données d'avoir des personnes qui ne valident pas la qualité, etc. Et juste pour rappeler les messages qu'on avait clarifiés au début, c'est que le partage de données, c'est du partage, c'est de la collaboration, c'est pas je donne les données et quelqu'un en fait ce qu'il en veut. C'est pas free share of data, c'est vraiment partager les données. Donc ça implique un travail de collaboration et ce n'est pas on vous prend les données et on les valide ou on les valide pas. C'est vraiment un travail de collaboration qui est bénéfique pour les deux parties parce que vous ne pouvez pas analyser les données si vous ne comprenez pas comment ont été collectées les données. C'était ce que faisaient ressortir les collègues du Burkina. C'est qu'il faut bien comprendre dans quel contexte les données ont été collectées pour bien comprendre un petit peu comment les bases de données sont jouées. Et puis, c'est important aussi pour ceux qui produisent les données parce que ça permet de valoriser ces données-là aussi en faisant une analyse secondaire qui est une analyse différente du premier objectif principal de collecte des données. Elisa, oui, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. Donc, je suis Elisa Dominguez, je travaille à l'OMS au niveau du siège à Genève. Et nous, dans notre unité, on fait un travail similaire à celui que les collègues du Burkina Faso font au niveau national, sauf que nous le faisons pour tous les pays au niveau global. Donc, nous nous adressons à tous les pays pour partager avec nous non seulement les rapports, mais aussi les bases de données brutes. Et comme l'Éthiopie le disait ce matin, comme tu disais, Julien, nous les réanalysons, mais parce qu'on utilise une approche qu'on appelle standard pour pouvoir assurer la comparabilité entre les enquêtes, mais aussi entre les différents pays. Et j'aimerais partager avec les collègues un peu l'approche que nous avons eue, parce que nous avons aussi des réticences, et il y a certains pays dont les bases de données sont effectivement d'accès restreint, et nous n'avons pas accès. Mais je voulais partager avec vous donc que toutes les enquêtes démographiques et de santé, donc les CDS ou DHS en anglais, toutes les enquêtes mixtes sont disponibles online. Donc si vous tapez sur Google DHS et mix, vous allez trouver les enquêtes, et pour celles qui sont validées, vous allez trouver le rapport et les bases de données brutes pour chacun des pays. Et comment cela est possible et tout ça, c'est parce que les techniciens qui font ce type d'enquête, donc vous devez savoir pour les mix, c'est l'UNICEF qui est derrière, et pour les EDS, c'est une institution américaine. Donc depuis les premières étapes des enquêtes, ils prennent contact avec les autorités. Donc il est bien clair qu'une fois que les données seront validées par le gouvernement, elles vont être disponibles pour
toutes les usuaires qui veulent avoir accès. Donc, ils sont sur les plateformes online. Donc, je pense que peut-être les NIPIN, c'est une des démarches de plaidoyer qui peut être menée, c'est d'approcher les institutions qui font les enquêtes. Au Burkina Faso, donc la direction nutrition, peut-être dans d'autres pays, les instituts de statistiques, pour faire ce plaidoyer depuis la planification des enquêtes, donc qui s'est fait maintenant en juillet et août, pour que ces données, une fois qu'ils seront publiées, ils soient accessibles. Et je pense que comme ça, on pourra avancer beaucoup. Nous, au niveau de l'OMS, on a les poids d'être une organisation des Nations Unies. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des mémos officiels qui passent à travers les représentants de l'OMS dans les pays au niveau du ministère de la Santé pour faire des accords et de façon qu'à chaque fois qu'il y a une enquête, la direction de nutrition partage avec nous les rapports et les bases de données. Ça a été fait avec les Burkina Faso et dorénavant, donc nous avons régulièrement les données. Et nous sommes en train de le faire pour le Mali, le Sénégal, éventuellement la Côte d'Ivoire, etc. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup et félicitations aux présentateurs. Merci Elisa. Une question pour suivre. Du coup, vous à l'OMS, vous dites, on revérifie un petit peu ces bases de données. Tu peux nous expliquer un petit peu le processus et du coup, comment ça se passe si vous avez des critères plus restreints au niveau de la qualité des données, comment vous faites ce processus-là et voilà, quelles sont les difficultés parfois? Alors, je pense que tous les participants ou la plupart doivent connaître bien les sauvegardes OMS Intro pour les enfants de moins de 5 ans et Intro Plus pour ceux de plus de 5 ans, de 5 à 19 ans. Alors, l'année dernière, l'OMS, en collaboration avec l'UNICEF et un groupe d'experts en qualité de données anthropométriques, on a développé un outil informatique qui est un peu la suite de l'OMS Intro, donc pour les enfants de moins de 5 ans. Et c'est cet outil qui s'appelle le Intro Analyzer. Je vais l'écrire tout à l'heure dans le chat et comme ça vous pourrez le voir parce qu'il est online et il est public, il est disponible online et offline pour ceux qui n'ont pas un bon accès à Internet. Et donc là, vous pouvez mettre vos bases de données, normalement en Excel, sauf qu'elles doivent être enregistrées comme CSV. Parce que ces programmes informatiques, donc il est développé sur les langages R pour les informaticiens qui savent plus que nous. Et il y a une guide aussi très rapide, donc c'est très facile de mettre les variables dans les formats requis. Et cet outil informatique va fonctionner comme les WHO Intro. Il a quelques fonctionnalités additionnelles, par exemple, il permet des désagrégations par groupe d'âge, sexe, par région, par éducation de la mère quand cela est disponible, par les niveaux socio-économiques du ménage, si cela est disponible aussi. Et l'avantage, c'est qu'en plus de donner un rapport et les résultats, il va donner un rapport de qualité des données. Alors, je ne connais pas exactement quels sont les check-ins de qualité des données donc les NIPIN a développé, mais probablement sont très similaires. On va faire un check-in par exemple pour voir les données qui sont manquantes. Par exemple, on regarde s'il y a une préférence sur les digitales, sur les mesures. Donc, par exemple, si quand on prend la taille, il y a plus de mesures sur les points 0 ou sur les points 5. Sur les points, normalement, comme on utilise maintenant des balances digitales, il y a très peu de données, mais encore, il y a des enquêtes qui utilisent des balances manuelles, s'altèrent, et donc on voit encore beaucoup de données dans les mesures. Ensuite, on calcule les distributions et des scores, donc on peut voir ceux qui ont une déviation standard autour de 2, on sait que là, il y a un problème. On regarde également les flags. Donc voilà, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais si ça intéresse les NIPU, je peux organiser une petite formation de 2 heures pour tout au moins faire connaître aux pays qui sont intéressés l'outil et comment obtenir ces rapports de qualité des données. Je m'arrête là. Merci. Merci. Non, c'est un lien intéressant de voir que
l'OMS centralise ces données-là, donc du coup a un processus de vérification de la qualité. C'est un peu le même processus que font les plateformes, notamment au Burkina. Donc du coup, il y a beaucoup de parallèles et peut-être de choses à voir. Il y a la question qui est toujours là que Tato pose, c'est du coup lorsque on refait des analyses de données ou avec des critères de sélection ou des critères de qualité un peu différents et qu'on obtient des résultats différents de ceux des rapports officiels, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, je retourne un peu la question, Elisa. Est-ce que du coup, quand vous faites ces processus de vérification des données, que vous trouvez des choses un peu différentes ou des choses à redire, comment ça se passe au niveau de l'OMS? Alors effectivement, nous on essaie d'avoir une approche formative, donc c'est-à-dire quand on identifie des enquêtes qui ont des soucis de qualité, et on retourne vers les pays et d'abord on essaie de comprendre dans quel contexte ça a été fait, et quelle a été, comme les collègues l'ont expliqué, quelle a été la couverture de l'enquête, quelles ont été les conditions qui ont été faites. Est-ce que, par exemple, parfois, on ne voit pas des soucis de qualité, mais on voit des tendances un peu bizarres, par exemple, de l'obésité, le surpoids, par exemple, qui a beaucoup augmenté d'une année à l'autre. Donc, on essaye d'abord d'aller au pays pour essayer de comprendre, de voir si les équipes pays ont vu quelque chose. Et en fonction de ça, on va prendre une décision finale et on va décider est-ce qu'on accepte cette... Alors, ces enquêtes sont évaluées comme ça pour les entrées dans la base de données des GMI. Les GMI, c'est la traduction en anglais de Joint Malnutrition Estimates, c'est les évaluations conjointes de la malnutrition que l'OMS avec l'UNICEF et la Banque mondiale publient chaque année. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les enquêtes de tous les pays et une fois qu'ils sont inclus dans cette base de données, on les modélise. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, au niveau mondial, il y a les surpoids qui est en train d'augmenter. Et donc, on essaye de passer des messages de plaidoyer aux décideurs et aux bailleurs de fonds pour, par exemple, lutter contre l'augmentation du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est très grosso modo pour vous expliquer très rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Mais voilà, toujours, on va au pays, on essaye d'expliquer. Si on n'a pas d'explication, on n'inclut pas l'enquête en attendant d'avoir des explications. On ne publie jamais quelque chose qui n'a pas été validé avec les pays. D'accord. Merci pour ces précisions. Et du coup, Julien, oui. Peut-être tu peux rajouter l'exemple de l'Éthiopie ce matin avec le lecteur partagé, là, le Share Drive. Est-ce que ça peut contribuer à la réponse? Oui. Merci. Pardon, j'ai perdu le fil. Du coup, non, juste pour revenir sur le travail de l'OMS et par rapport à la discussion qu'on avait eue, Bazongo, déjà, si vous, au niveau de la plateforme, vous utilisez des bases de données du Burkina, mais qui sont également présentes dans le site de l'UNICEF OMS, là, les GMI, les Joint Malnutrition Estimate, c'est déjà, ça vous donne déjà un signe que, vu que ces données sont disponibles dans la base de données de l'OMS et UNICEF, ça veut dire que ça a été passé au travers du processus que Elisa vient de nous décrire. Donc c'est un signe que il y a déjà un bon niveau de qualité. Donc juste, on disait comment la plateforme peut faire. Déjà utiliser ce travail qui a déjà été fait par l'OMS et l'UNICEF, ça vous permet vous d'aller un peu plus vite. Merci pour le lien, Elisa. Oui, on te redonne la parole, Elisa. Oui, non, je voulais justement dire qu'on voit que les enquêtes les plus récentes sont de très très bonne qualité et maintenant qu'on a cet outil, on est en train d'aller sur des enquêtes qui sont dans la base des données, mais des années 90, 95, 2000 et on est en train d'extraire certaines de ces enquêtes parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques soucis de qualité
et notamment certains liés, par exemple, à ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation des balances Alter. On voit que depuis qu'on utilise des balances électroniques, la qualité est beaucoup meilleure. La formation, les tests de plausibilité, les tests de standardisation qu'on fait lors des formations, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts et on voit une meilleure qualité, disons, depuis 2010 jusqu'à maintenant. Voilà. Merci. Merci. Oui, ça a été démontré que les enquêtes assez anciennes ont plutôt tendance à être de moins bonne qualité que les enquêtes plus récentes et qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits qui portent leurs fruits. Oui, ce que disait, juste pour apporter un petit peu ce que disait Perrine, c'est par rapport aux discussions qu'on a eues ce matin et une pratique assez intéressante de l'Éthiopie, c'est qu'ils ont un serveur qui est ouvert, donc qui est disponible, qui est accessible un peu auprès de tout le monde, dans lequel ils font leur analyse de données de façon ouverte et transparente. Et donc c'est aussi une façon de donner confiance et d'éviter la réticence avec les collaborateurs et les secteurs. C'est d'avoir une transparence totale sur comment vous faites l'analyse, quels sont les critères que vous utilisez. Et c'est pas vous prenez les données, vous faites quelque chose et après vous produisez vos propres rapports. C'est vraiment un processus qui reste entièrement ouvert. Je voulais peut-être donner la parole au Niger pour voir un petit peu leur expérience et puis qui réagissent par rapport aux discussions qu'on a eues. Bala, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Allô Julien, tu nous entends? Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bon, par rapport, on peut faire un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit par la Côte d'Ivoire, le Burkina et les échanges récents là. On rencontre tous un petit peu les mêmes difficultés sur l'accessibilité aux données, les critères de qualité, etc. Nous, au Niger, dans le cadre des enquêtes, généralement, on n'a pas trop de soucis pour avoir accès aux microdonnées pour refaire le calcul d'indicateurs ou des choses comme ça. En revanche, c'est surtout au niveau des indicateurs des secteurs où là on rencontre plus de difficultés puisqu'on n'a aucun accès aux microdonnées, hormis sur les enquêtes sur lesquelles l'INS, la statistique, participe, comme par exemple les enquêtes sur l'eau ou des choses comme ça où on a plus de facilité d'accès aux informations. Donc on est un peu dans les mêmes problématiques que soulevées par la Côte d'Ivoire et le Burkina. Merci Guillaume. Énorme problème d'accès aux données. Peut-être la Côte d'Ivoire, vous avez moins ce problème-là, j'ai l'impression. Vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi? Comment vous arrivez à avoir accès aux indicateurs sectoriels? Faustin, Tato? Allô? Oui. Allô, bonsoir Julien. Bonsoir. Allô? Ok, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons deux types de données que les sectoriels doivent mettre à la distribution de la plateforme. Nous avons d'abord les données, d'enquête et les données de leurs activités de routine. Donc, concernant les données des activités de routine, ce sont des données qui sont validées au niveau de chaque structure, comme je l'ai dit, à leur fréquence, trimestriellement, et puis nous, on les reprend chaque semestre. Et à ce niveau-là, étant donné que tous les secteurs font partie donc, du CONAPE, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, on n'a pas de problème pour avoir ces données-là. Voilà. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème. C'est parce que tous les membres tous les secteurs font partie donc, du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Donc, c'est un peu ça. Et puis également, c'est parce que la plateforme fait le suivi, évaluation du plan national multisectoriel de nutrition. Donc, du coup, toutes les données de ces sectoriels se retrouvent dans le plan national multisectoriel de nutrition, donc facile à collecter de facto. Peut-être que les collègues vont ajouter autre chose. Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir?
pense que ça va. Hein. Je pense que c'est ça dans l'ensemble. Hein. Les données sont vraiment tirées du plan national multisectoriel de nutrition qui est bien adressé pour chaque secteur. Voilà. Donc, il y a une certaine redevabilité vis-à-vis de ce plan-là. Ce qui fait que, comme c'est sur ce plan que la PNIM s'appuie, donc l'accès est assez aisé. Maintenant, l'autre chose peut-être qu'on rencontre, c'est qu'il peut arriver des cas où l'activité même qui permet de collecter l'indicateur n'est pas menée. Voilà, lorsqu'il s'agit d'enquêtes, par exemple, qui devaient être financées, c'est à ce niveau peut-être que la difficulté se pose. Sinon, les indicateurs sont validés à une certaine fréquence. Donc, quand c'est validé, on les a. Voilà, faut juste adresser la question aux différents secteurs concernés. Et puis, bon, on arrive quand même à mobiliser ces données-là. Merci. Je vois que Francisco du Guatemala avait quelques questions. Francisco, tu veux prendre la parole? Sí, ajá. Correcto, pueden utilizarse para los datos de rutina, pero a lo que yo voy es de que Juantro como tal solo me define si está bajo cierta desviación estándar, el valor está bien. Pero cuando voy a ver las tablas, Juantro me da un nivel específico. Entonces, el problema en Guatemala es de que a un nivel local, las personas en algunos servicios de salud utilizan Juantro, el Juantro Analyzer. Y este Juantro me da un nivel específico a nivel de días. Mientras que a nivel central, el sistema de información de salud calcula utilizando las tablas resumidas de Juantro. Entonces, aunque el nombre sea el mismo, la forma de cálculo es diferente. Entonces, mi pregunta va orientado a si en donde lo están realizando, toman los datos rutinarios y utilizan el Juantro, y esto es lo que se reporta como nivel de país, o si además el ministerio internamente tiene otra forma diferente a calcularlo con tablas resumidas. Y si los datos rutinarios se refiere a que es una encuesta que hacen todos los años, que no me quedó muy claro eso, o si lo hacen realmente con datos rutinarios. ¿A qué me refiero con datos rutinarios? En Guatemala, un niño puede ir hasta 12 veces en el año. Entonces, mi segunda pregunta iría orientado hacia eso. Si tienen una metodología como tal de que, ok, si el niño fue 1, 2 o n veces en todo el año, ¿cuál utilizan para definir ustedes cuál es la que me dice a mí si el niño está en desnutrición crónica o no? En Guatemala se tomó el último monitoreo al cual el niño asistió. Gracias. ¿Puedo responder? Je peux répondre, Julien? Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Oui, il nous reste plus beaucoup de temps, mais si tu peux répondre, et puis après on passera à la conclusion. Ok, voy a responder en español a Francisco. Gracias. Entonces, lo que le quería decir es que efectivamente recibimos para el GMI datos de rutina, pero el problema que tenemos es el que comentaba antes el colega de Costa de Marfil, es que nos llegan agregados. Nosotros no tenemos los datos individuales. Entonces, nuestra evaluación no se puede hacer utilizando el WHO Antro Analyzer. Estamos intentando, porque nos lo han pedido algunos países como Seychelles, intentar tener los datos individuales de los niños, y esto se pudo hacer por ejemplo en Seychelles porque es un país muy pequeñito y el número de niños era muy pequeño y existían los registros y pudimos tener acceso a los registros, y estamos trabajando en hacer efectivamente un módulo que permita analizar los datos de rutina. En muchos países, sobre todo en África, no sé, en Latinoamérica, estamos utilizando el DHIS2, que es un sistema informático que está adherido al Sistema Nacional de Información Sanitaria.
y estamos trabajando en el desarrollo con UNICEF de un módulo nutrición que nos permitiría justamente tener datos de rutina de nutrición antropométricos y poder evaluar su calidad. Pero esto aún está en una fase muy primaria, no creo que tengamos nada antes del próximo año. Me paro aquí para dejar tiempo para hacer la conclusión. Muchas gracias, de verdad. Y otra vez, no sé si les puedo mandar un mail, porque ya comencé a trabajar algo sobre eso y lo tengo implementado en R. Entonces, lo único que hago es tomar los datos de cada niño, pero cada niño puede estar, gracias Elisa, cada niño puede estar hasta 10, 15 veces en un año. Entonces, el control de calidad es determinar si el peso y si la talla tiene que ir aumentando. Si, por ejemplo, un valor va cambiando, tomo ese niño para ir a analizar y ir a revisar el control. Pero le mando el correo y así lo podemos ver. Mil gracias. Gracias. Merci Elisa et merci à Francesco. J'espère que on a fait un lien, donc déjà c'est bien, un lien direct. C'est un des objectifs de ces webinaires. Donc j'ai la tâche un peu difficile maintenant de conclure et de clore le webinaire. Je ne vais pas m'aventurer de mon côté sur faire un résumé des conversations qui ont été assez techniques sur certains aspects de la qualité des données, notamment sur les DHS, les EDS, pardon, les enquêtes nationales démographie et santé. Il y a des outils qui ont été échangés par Elisa dans le chat et il y a une proposition de faire une petite formation de suivi. Donc ça, on retient l'intérêt des pays. On remercie Elisa pour ça. Je vais me concentrer peut-être sur 3-4 points de résumé pour revenir un peu au global, à part les aspects techniques. Donc, on a beaucoup parlé en fait de la qualité des données, qui est un aspect le long de la chaîne en fait. Il faut à la fois s'assurer évidemment que les intrants et donc les données sont de bonne qualité, ça on en a beaucoup parlé. Mais il y a un autre aspect qui est effectivement s'assurer aussi qu'on utilise les bonnes méthodes pour les bonnes données et pour le bon résultat. Donc ça, c'est un autre aspect de la qualité. Et le troisième aspect dont on a moins parlé aussi dans ce webinaire, c'est d'assurer aussi la qualité au niveau de l'analyse même. Donc voilà, donc gardez en tête, bien sûr, il y a un problème en amont avec les données, mais il faut s'assurer de la qualité tout au long de la chaîne données, méthode, analyse. J'ai retenu comme autre point qu'évidemment les défis techniques sont différents selon les sources. On en avait déjà parlé dans d'autres réunions ou global gathering ou réunions générales. Quand c'est des enquêtes, que ce soit des enquêtes sectorielles ou des enquêtes telles que les enquêtes démographiques et santé, c'est plus facile entre guillemets puisqu'il y a l'accès aux microdonnées. Dès qu'on rentre dans la question de l'utilisation des données de routine, il n'y a pas de microdonnées et on rentre dans des questions beaucoup plus, des défis techniques beaucoup plus complexes. Après, je retiendrai la question du processus lui-même, de l'engagement des secteurs, que les secteurs soient partie prenante, que c'est un partage, donc c'est pas donner les données, c'est mettre à disposition les données de la plateforme parce qu'on a à y gagner des deux côtés. La plateforme va pouvoir les utiliser, mais d'un autre côté, les producteurs de données ou les sectoriels vont y gagner en termes de compréhension même de ce que leurs données veulent dire et du niveau de qualité et leur motivation peut-être aussi à jouer un rôle dans la qualité de ces données. Donc c'est un partage et c'est une collaboration et pour aussi sécuriser cela, on a des expériences comme en Éthiopie où il a été mentionné que c'est important de travailler autant que possible en transparence et il y a des outils comme des Open Drive, des lecteurs ouverts, je sais pas comment on dit en français, qui permettent de voir des deux côtés, donc côté producteur et côté équipe Nipen qui travaille à la vérification. Ce qui est fait, quels sont les critères, etc. Donc ça, c'est aussi un point important.
Donc, plus on est transparent et plus on implique et plus la collaboration, l'intérêt mutuel a des chances d'être généré. Et après, un dernier point que je retiens, c'est que selon les structures pays, c'est-à-dire selon comment le projet a été conçu et où se situent les équipes de la plateforme, les défis peuvent être plus ou moins grands. Donc forcément, quand on a une situation comme la Côte d'Ivoire où l'équipe de gestion du projet est directement située au sein du secrétariat qui est en charge la coordination de la mise en œuvre du plan multisectoriel, c'est entre guillemets un peu plus facile dans le sens où l'équipe a un accès direct au secteur et l'équipe donc joue ce rôle un peu d'évaluateur avec des allers-retours sur les questions de qualité des données. Dans le cas du Guatemala, l'organisation de la plateforme même est différente, donc ça demande à l'équipe peut-être plus de ressources parce qu'ils sont perçus comme externes aux systèmes gouvernementaux et leur rôle premier, c'est justement de créer la confiance et de former en fait les collègues du gouvernement. Et après, le dernier point, c'est qu'il y a une expérience très intéressante à partager et je vous invite à contacter le Guatemala. Sur le niveau décentralisé, puisqu'ils font tout ce travail de, entre guillemets, vérification, validation des données et renforcement des systèmes d'information au niveau décentralisé. Donc, toutes leurs interventions, en fait, aujourd'hui, se référaient à ce niveau-là et au travail qu'ils font au niveau d'une municipalité en particulier. Voilà. Julien, je ne sais pas si j'ai sûrement oublié quelque chose, j'ai sûrement oublié des points techniques assez importants, mais c'était un peu mes points de résumé de la conversation. Pour le reste, on va partager les présentations et les notes et revenez vers nous s'il y a besoin de mise en contact direct ou d'autres éléments d'information. Ouais. Je voulais juste laisser la parole à Elisa si elle avait quelques mots de remarque pour les quelques minutes qui nous restent. Ouais. Merci, non, simplement remercier l'équipe de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Je trouve l'idée de la Côte d'Ivoire d'avoir une web comme outil pour les suivi et évaluation des indicateurs des secteurs si différents, c'est vraiment un atout. Je pense que c'est le chemin à suivre et que finalement tous les pays finiront pour avoir une application de telle sorte dont je leur souhaite beaucoup de réussite. Et aussi au Burkina Faso, donc je pense comme ils ont dit que pardon, je ne trouve pas le mot en français, les monitorages de la qualité des données anthropométriques et autres, comme par exemple l'alimentation de nutrition et du nourrisson et du jeune enfant sont extrêmement importants. Et j'ai remarqué deux choses qu'ils ont fait, par exemple le besoin d'impliquer tous les producteurs de données, de gagner leur confiance, d'avoir une bonne communication avec eux. Je pense que c'est quelque chose de clé, le fait d'avoir des équipes multidisciplinaires. Et j'ajouterais le besoin d'avoir cet objectif éducateur de nos collègues. On veut pas refaire les choses avec un objectif de critique, mais avec un objectif d'amélioration, de nous éduquer nous-mêmes. Et donc, je pense que les plaidoyers dans ce sens, c'est vraiment essentiel. Donc, mes félicitations aux présentateurs et mes remerciements à l'initiative NIPIM pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci et je suis à disposition. Merci beaucoup. Merci. Et on a bien retenu ton adresse mail et l'offre de pouvoir regarder d'un peu plus près le logiciel de l'OMS. Pour une fois, on va peut-être finir exactement à l'heure. Merci beaucoup à l'équipe de traduction. Perrine, c'est bon, tu as... C'est bon. Je voulais juste remercier l'ensemble des participants, des contributions, pays, Elisa, experts. Merci encore parce que c'est vous qui faites la richesse de l'échange. Merci. Et voilà, on a ces webinaires, mais faut qu'on continue ces discussions, bien sûr, et on continue à travailler sur ce sujet important. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Et à bientôt, à la prochaine fois. À la prochaine, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.